Panafricaine For You Media. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission. On remue l'actu. Ce matin, on remue l'actu du côté du Mali et aussi la Côte d'Ivoire avec l'affaire des 46 militaires détenus du côté du Mali. On en parle ce matin avec notre consultant, monsieur Noumissi Wafo, ainsi que nos différents intervenants. Et sur ce plateau également, Moutou est là ce matin. Bonjour. Bonjour Kwaka, bonjour à tous les Africains, bonjour à toute l'Afrique. J'espère que vous allez bien ce matin. Nous sommes heureux et c'est avec un plaisir que nous vous rejoignons et nous vous invitons à nous rejoindre dans le cadre de cette émission. On remue l'actu de ce jeudi 15 septembre 2022. Voilà, merci ma chère Moutou. Vous êtes bel et bien là ce matin. On va avoir nos pensées également très sympathiques pour Kwetu qui est souffrante ce matin. À toi, ma belle, et reviens-nous dès que tu peux. Et voilà, on espère la retrouver demain ou du moins lundi matin pour cette émission. On remue l'actu qui nous conduit aujourd'hui du côté de la Centrafrique avec notamment la réécriture d'une nouvelle constitution qui fera l'objet de l'info de ce jour. En guise de buzz de ce matin, on s'intéressera à cette affaire concernant le coq sportif, l'Africa Foot et aussi le ministère des Sports, notamment l'arrivée au pays, au Cameroun, du directeur, du patron du coq sportif qui a été reçu par le ministre des Sports, Narcisse Moulay-Kombi, et ça fait chasser sur la toile, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. On en parle ce matin vers la fin de ce programme et aussi vous aurez quelques réactions retenues sur la toile. L'image du jour sera de la partie ce matin. On mettra le cap sur l'Angola avec le nouveau président, en tout cas le président qui qui va briguer un nouveau mandat, oui, à la tête de l'Angola. C'est donc le menu auquel nous vous convions ce matin. Mesdames, messieurs, ne quittez pas, ne bougez pas. Voici le coup d'envoi avec le sujet du jour. Le sujet du jour qui nous conduit du côté du Mali ce matin. Voilà, Abidjan exige la libération des 46 militaires détenus et interpelle la CEDEAO. Et ce matin, on se demande s'il faut craindre un complot autour du Mali. Abidjan exprime son indignation et exige la libération sans délai des 46 militaires détenus au Mali depuis 2 mois. Dans une déclaration lue hier, mercredi après-midi, devant les médias, les autorités ivoiriennes dénoncent officiellement ce qu'elles estiment être une prise d'otage. En effet, les autorités maliennes exigent l'extradition des responsables politiques maliens établis en Côte d'Ivoire en contrepartie de la libération des militaires ivoiriens. Une requête mal perçue par les autorités d'Abidjan qui ont tenu un conseil national de sécurité ce mercredi matin. Dans cette déclaration, les autorités ivoiriennes réitèrent leur version des faits. Les 49 militaires envoyés au Mali ne sont pas des mercenaires. Ils appartiennent au 8e détachement de la MINUSMA. Les autorités ivoiriennes regrettent des incompréhensions et des manquements qui ont conduit à leur arrestation. Le Conseil national de sécurité dénonce par ailleurs des conditions posées par Bamako pour libérer les 46 soldats toujours en détention. Abidjan critique un chantage inacceptable et rappelle que la Côte d'Ivoire est un pays attaché à la paix, à la stabilité et à l'état de droit dans la sous-région de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Abidjan demande la tenue d'une réunion extraordinaire de la CEDEAO. Plusieurs chefs d'État se sont jusque-là impliqués, rappelle le communiqué, à l'image du Togolais Faure Gnassingbé et du Sénégalais Macky Sall. Les autorités ivoiriennes misent sur la voie diplomatique pour résoudre cette crise au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Le président de la République Alassane Ouattara a instruit la ministre des Affaires étrangères de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Du côté de la CEDEAO, justement, le président de la Guinée-Bissau, président en exercice de l'institution, Umaro Sissoko Embalo, consulte et centralise les points de vue
La médiation togolaise poursuit ses efforts et d'autres pays apportent leur touche personnelle, rapportent certaines sources proches du dossier. Et toujours d'après ces sources, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la transition militaire en Guinée-Conakry, a récemment demandé à Bamako de libérer les militaires ivoiriens encore détenus, en précisant qu'il était lui-même volontaire pour venir les chercher et les ramener à Abidjan. C'est désormais clair, la contrepartie exigée par le gouvernement malien ne passe pas auprès de la quasi-totalité des pays membres de la CEDEAO qui affichent désormais leur inquiétude et en même temps leur soutien à la Côte d'Ivoire en y dépêchant des émissaires. Au sein de l'institution sous-régionale, on annonce 2 réunions sur le sujet, au moins une réunion la semaine prochaine à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, et le ton pourrait monter contre le Mali. Alors, l'étau se resserre-t-il autour du Mali? Le Mali est-il sur le point d'être isolé par les autres États membres de la CEDEAO qui affichent clairement désormais, sans équivoque, on va dire, leur soutien à la Côte d'Ivoire? On en parle ce matin avec vous, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez comme tous les jours du lundi au vendredi 10h45, 12h sur la chaîne panafricaine For You Media, bien évidemment. On en parle également avec notre consultant, monsieur Nubisi Wafo, et d'autres intervenants tout à l'heure au téléphone. Mais sur ce plateau, on en parle aussi déjà avec Mouto. Mouto, est-ce que le Mali est sur le point d'être isolé par les autres États membres de la CEDEAO qui affichent clairement désormais leur soutien à la Côte d'Ivoire et exigent presque tous que le Mali libère les 46 soldats restants? Pour moi, c'est un complot. C'est un complot parce que le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, est un ami très proche au chef d'État Alassane Ouattara. D'ailleurs, il avait été reçu lors de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que, depuis que ce problème a surgi, pourquoi la Côte d'Ivoire n'essaye pas n'essaye pas de faire ce que Bamako demande? Bamako demande que les personnalités maliennes qui sont exilées de la Côte d'Ivoire soient également libérées. Donc, moi, je me dis que c'est un complot. Donc, Ouattara a essayé de traîner parce qu'il savait qu'il allait amener ce problème au niveau de la CEDEAO quand on sait que le Mali avait été sanctionné par la CEDEAO. Oui, après le coup d'État. Après le coup d'État. Et les sanctions avaient été levées, je crois, en début du mois de juillet. Voilà. Donc maintenant, il saisit encore la CEDEAO et on constate que presque tous ces chefs d'État de la CEDEAO sont derrière la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est un complot contre Bamako et je sais que le président de la transition, Assimi Goïta, ne va pas céder. C'est un homme fort jusqu'ici. Il a prouvé, il a montré qu'il était fort et qu'il va tenir. Oui, est-ce que l'hypothèse du chantage, au vu de ce qui se passe, au vu des tractations, au vu des propositions et même des suggestions faites par Bamako, on ne peut pas également se dire que Bamako est dans une forme de chantage à ce niveau-là, réclamer la libération des détenus, enfin des exilés, des politiciens maliens exilés du côté de la Côte d'Ivoire, en contrepartie donc de la libération des 46 militaires restants. Est-ce qu'on peut pas parler de chantage? Bon, chantage à peut-être 40% parce que c'est vrai que Assimi Goïta a attendu que ces soldats soient arrêtés pour exiger aussi la libération de ces personnalités maliennes exilées du côté de la Côte d'Ivoire. Mais c'est une coopération. Pourquoi Abidjan ne peut pas aussi céder à ce que Bamako dit libérer les exilés et puis résoudre ce problème entre ces deux États, ne pas pousser les autres pays, voilà, ou alors les autres chefs d'État de la CEDEAO à prendre ce problème à bras le corps. Pourquoi? Donc à 40%, c'est du donnant-donné. Libère mes personnalités exilées du côté de la Côte d'Ivoire et je libère les soldats. Mais toujours est-il que Abidjan ne reconnaît toujours pas avoir envoyé ces soldats-là comme étant des mercenaires. En mission de la MINUSMA. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut craindre justement dans les prochains jours? Est-ce que dans les prochains jours, on peut encore craindre des sanctions? Oui, on peut craindre des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Et l'affaire sera également envoyée du côté de l'ONU
Voilà. Est-ce qu'on peut craindre de ce côté-là également d'autres sanctions? Oui, on peut craindre parce que je l'ai dit tout à l'heure. Ou du moins, est-ce que le Mali soit davantage isolé? Effectivement, et c'est le souhait d'Abidjan que le Mali soit isolé parce qu'il a traîné ce problème et attendre consulter la CEDEAO quand on sait que le président de la CEDEAO, c'est un ami très proche du président Alassane Ouattara. Au Maroc, c'est ce coin Mbalo. Alors, si vous aviez ce matin, ma chère Bouto, un conseil à donner peut-être aux différents protagonistes, on va commencer peut-être par les autorités ivoiriennes. Le conseil que vous leur donneriez, ce serait quoi? Le conseil que moi je donne aux autorités... Pour sortir de cette affaire. Oui, pour sortir de cette affaire, faire la paix avec Bamako ou alors essayer de libérer ces personnalités maliennes exilées du côté de la Côte d'Ivoire. Parce que je crois que c'est la solution que Bamako a proposée, libérer les exilés maliens du côté de la Côte d'Ivoire et ainsi les 46 soldats seront libérés. Là, le Mali a prouvé qu'il voulait vraiment coopérer en libérant les 3 femmes, les 3 soldats la dernière fois. Oui. Donc, si la Côte d'Ivoire cède, libère les personnalités maliennes exilées du côté de la Côte d'Ivoire, Assimi Goïta fera également, il libérera également ces 46 soldats restants du côté de Bamako. Voilà. Mesdames, Messieurs, si vous nous retrouvez seulement maintenant, c'est En Revue L'Actu, comme tous les jours de lundi au vendredi, 11h, 10h45, heure de dollar au Cameroun, 12h sur For You Télévision. En Revue L'Actu, bien évidemment, on s'intéresse à tous les sujets d'actualité qui touchent à l'Afrique. Et bien évidemment, on a pas mal d'escales également dans cette émission, notamment le buzz et aussi l'image du jour, sans oublier l'info du jour qu'on va retrouver tout de suite avec Mouto qui nous conduit du côté de l'Angola. Centrafrique, info du jour. Ah, la Centrafrique, c'est pas l'Angola. L'Angola, c'est dans l'image du jour. Ben, écoutez, on va refaire ça, on coupe ça au montage, d'accord? Alors je refais l'intro. Tout de suite, retrouvons Mouto pour l'info du jour qui nous conduit du côté de la Centrafrique. L'info du jour de ce jour, ce 15 septembre 2022, nous conduit du côté de la Centrafrique, notamment le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra qui a installé un comité pour la réécriture de la nouvelle constitution. Eh bien, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a installé hier, mercredi, le comité de rédaction d'une nouvelle constitution pour son pays. Le comité de rédaction de la nouvelle constitution est composé d'une 50aine de personnalités devant refléter la société centrafricaine. Elles ont 3 mois pour proposer un nouveau texte fondamental. Les nouveaux textes, voilà. Les principales formations d'opposition ont toutefois refusé d'y participer et de même que l'Église catholique et la Cour constitutionnelle. Voilà, la Cour constitutionnelle poursuit l'examen des recours contre la formation de comités. Mais mercredi, devant les députés, le gouvernement et les représentants d'institutions, le chef de l'État a déclaré, Faustin-Archange Touadéra, se plier aux revendications du peuple et estime qu'aucune institution n'avait le pouvoir de se dresser devant la souveraineté populaire. Et fidèle à mon engagement républicain, je ne saurais rester insensible à la demande pressante de mon peuple de se doter d'une nouvelle loi fondamentale, a déclaré Faustin-Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. La constitution du 30 mars 2016 ne confère ni au président de la République ni à une autre institution le pouvoir de se dresser devant la souveraineté populaire, de limiter ou d'empêcher l'exercice de de la majorité de nos compatriotes estiment que notre corpus judiciaire ne doit pas être immuable. Voilà, il doit s'adapter. Notamment, ce sont les déclarations du président Faustin-Archange Touadéra, et le président centrafricain a également dit se réjouir du caractère inclusif du comité de rédaction de la nouvelle constitution, a appelé à proposer au peuple centrafricain un nouveau fondament de l'État, une norme suprême, une source de légitimité, une nouvelle organisation des pouvoirs publics reflétant nos coutumes, l'évolution de notre société et du monde. Ce sont là les déclarations du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, qui a installé hier un comité. Voilà, ce comité a 3 mois pour réécrire une nouvelle constitution du côté de la République
centrafricaine. J'ai failli dire République démocratique du Congo, donc du côté de la Centrafrique. Eh bien voilà, une nouvelle constitution qui reflète les us et coutumes de ce pays-là. C'est une page de l'histoire de la Centrafrique qui s'écrit, une nouvelle page qui s'écrit en lettres d'or de ce côté-là. Et ça illustre également des efforts énormes et hors normes, j'ai envie de dire, de ce chef d'État qui visiblement souhaite moderniser cet État, ce pays, et le faire entrer dans le giron. Et surtout que ce sont les réclamations des populations. Oui, justement. On se souvient qu'il y a de cela quelques semaines, il y a eu des manifestations pour la réécriture d'une nouvelle constitution propre à eux, propre aux personnalités centrafricaines. Oui. Donc le président Faustin Archange Touadéra se soucie vraiment de cette population, et puis les doléances ont été prises en considération. Donc on a 3 mois pour la réécriture d'une nouvelle constitution. Et bien voilà, ça s'appelle être à l'écoute de son peuple. Donc voilà, une constitution en conformité avec les us et coutumes et les exigences même sociales de ce côté-là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous regardez, on remue là-dessus, il nous reste encore l'image du jour, il nous reste encore les unes du jour, il nous reste encore le buzz du jour et l'intervention de M. Nobissi Wafo dans quelques instants. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse aux unes de ce jour. Voilà, c'est sera juste derrière ce jingle. La une du jour. Et ben voilà, on va commencer avec Mutation. On commence avec des journaux parus du côté du Cameroun. Mutation qui titre le scandale CDC, financement présumé du terrorisme, le scandale CDC. Voilà, c'est donc la grande une de Mutation de ce matin. Des responsables de la Cameroun Development Corporation emprisonnés puis relâchés. 2 procédures ouvertes à Bouya et à Yaoundé. C'est à retrouver en page 5 de Mutation de ce matin, qui revient également sur cette affaire qui concerne Kava Yégué. C'est en pied de page de Mutation de ce matin. La bourde diplomatique de Kava Yégué Djibril. De quoi s'agit-il? La réponse, ou alors une esquisse de réponse, c'est avec le prochain journal, l'Info à chaud, qui titre donc à sa grande une, c'est la une principale, c'est la titraille principale de l'Info à chaud ce matin. Dans une correspondance à son homologue centrafricain, le président de l'Assemblée nationale dénonce un député à la moralité douteuse. De quoi s'agit-il? Justement, le président de l'Assemblée nationale, Kava Yégué Djibril, qui aurait démasqué un député qui a tenté d'user de sa position de parlementaire à des activités et à des fins personnelles. Le président de l'Assemblée nationale a écrit une note express à son homologue centrafricain concernant le député Salmana Amadou Ali. Selon Kava Yégué Djibril, ce dernier est un député à la moralité douteuse, d'où cette sortie. Justement, il est rapporté que le député Salmana serait en train de mener des activités politiques et commerciales en République centrafricaine, ce que dément le président de l'Assemblée nationale à travers donc sa missive, sa note adressée à son homologue centrafricain. 3e journal ce matin, nouvelle expression qui titre Affaire MRC, grande mobilisation à Yaoundé. Oui, vous le savez, aujourd'hui, 15 septembre 2022, le procès de quelques militants qui avaient été emprisonnés, interpellés à la suite de ces marches pacifiques. Olivier Bibou Nissak, Alain Foguet, ainsi que plusieurs dizaines d'autres militants de ce parti seront devant les juges de la cour d'appel du centre ce jour. Des militants, des gouverneurs et des hauts gradés des forces de l'ordre font partie de la liste des témoins présentés par la défense. Kamto est très attendu. On parle de Kamto comme peut-être devant revêtir sa robe aujourd'hui pour défendre les militants du MRC. Un sujet qui est à retrouver dans le prochain journal Le Jour. Marche pacifique, Maurice Kamto attendu au tribunal, c'est un point d'interrogation. Voilà, on se pose la question de savoir. Mais je pense que déjà avec le précédent journal, on avait une esquisse de réponse parce que effectivement, Maurice Kamto devrait revêtir sa toge
ce jour. Alain Foguet et Bibou Nissak annoncés devant la cour d'appel. Ils ont été condamnés à des lourdes peines de prison en décembre 2021 par le tribunal militaire. Les enjeux du procès, c'est-à-dire en page 3, page 2 et 3 du journal Le Jour, apparition de ce matin. Le Messager parle de sport, de foot notamment. Affaire Feka Foot, coq sportif, tacle irrégulier de Moelé Combi. Ah oui, questionnement autour de l'audience accordée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique au directeur de l'équipementier français déchu. C'est-à-dire en page 11, on annonce justement l'arrivée du responsable de corps sportif, de l'équipementier, le corps sportif à Yaoundé, qui aurait été reçu par Narcisse Moelé Combi. Voilà, et toujours concernant cette actualité, elle est reprise par le prochain journal Le Temps qui parle du danger, le danger Moelé Combi. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a reçu des responsables du corps sportif ce mardi dans son département ministériel à Yaoundé. Cette audience intervient au moment où cette entreprise est en conflit ouvert avec la Fédération camerounaise de football, un fait, et bien d'autres qui interrogent sur des actes de Narcisse Moelé Combi qui déstabilisent l'équipe nationale du Cameroun et rame à contre-courant de la volonté du chef de l'État. C'est l'avis en tout cas du journal Le Temps de ce jour. Jeune Afrique, nous sommes à l'échelle africaine actuellement, toujours aux Pays-Bas. Charles Blé Goudé promet à ses partisans de rentrer très bientôt à Abidjan. En attendant une date de retour, toujours en négociation avec le gouvernement ivoirien. L'ancien général de la rue, aujourd'hui considéré comme un adversaire politique par Laurent Gbagbo, soigne sa communication et son image. Mali Web, parution de ce jour. Abidjan instruit la saisine de la commission de la CEDEAO sur la détention de ces 46 militaires au Mali. Et je pense qu'on en parle ce matin dans le cadre du sujet du jour. Et M. Wafo devrait intervenir dans les toutes prochaines minutes à ce sujet. On reste toujours dans l'actualité concernant le Mali et la Côte d'Ivoire avec Faso News qui titre « Le combat de Assimi Goïta, c'est pour l'Afrique et non pour le Mali seulement ». Dixit Aïcha Kodé, une artiste musicienne ivoirienne qui s'exprime en faveur du Mali. Voilà, c'est quand même assez impressionnant pour être signalé. Et puis, toujours avec Faso News, le président de la transition, Paul-Henri Damiba, se rendra à New York, sauf changement de dernière minute, pour participer à la 77e Assemblée Générale de l'ONU qui a débuté le mardi 13 septembre 2022. Selon les informations de Libre Info, il doit livrer son discours à la tribune de l'ONU le 23 septembre 2022. Et voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon de l'actualité telle que traitée par certains tabloïds parus ça et là à travers l'Afrique. Un sujet vous aura particulièrement retenu. Voilà. Oui. L'artiste ivoirienne qui dit que le combat du Mali n'est pas uniquement pour le Mali, mais pour l'Afrique. Le Mali est en train de combattre pour le Mali, souhaite que l'Afrique soit libérée. Mais on constate que certains chefs d'État africains ne partagent pas l'avis d'Assimi Goïta. Voilà. On va prendre l'exemple du Ouattara. Mais bon, allez. Qu'on dirait qu'il ne partage pas cet avis, qu'il ne soutient pas Assimi Goïta dans sa lutte contre, qui veut que l'Afrique soit désormais libre. Donc si même une artiste ivoirienne le reconnaît, c'est se poser des questions du côté de la Côte d'Ivoire. Dans certains autres pays, quand vous dites des choses pareilles, on estime que vous êtes anti-patriote. Effectivement. Et peut-être on vous fait danser. Et on vous fait chanter des choses. Bon, en tout cas, no comment. On va retrouver M. Wafo dans un instant. Oui. Justement, c'est assez particulier. Aïcha Koné, artiste émérite, une légende de la musique africaine. Voilà. Donc, c'est sérieux. C'est effectivement sérieux. Mesdames, messieurs, si vous nous trouvez sur maintenant, nous sommes rendus à 11h passées d'un quart d'heure, ce jeudi 15 septembre 2022. Et le sujet de ce jour, on vous le rappelle, avec beaucoup de plaisir, parce que le plaisir semble être la chose la plus partagée sur ce plateau. On fait encore un petit clin d'œil à Miss Plaisir, qui est souffrante, qui est souffrante en ce moment, et qu'on pourra retrouver
certainement demain ou lundi en tout cas. Mali, Abidjan exige la libération des 46 militaires détenus et interpelle la CEDEAO. Faut-il craindre un complot? L'étau se resserre-t-il autour du Mali? Le Mali est-il sur le point d'être isolé par les autres États membres de la CEDEAO qui affichent désormais sans équivoque leur soutien à la Côte d'Ivoire? On en parle avec Monsieur Nobissi Wafo. On va tout de suite retrouver. Est-il en ligne? Allô, allô, bonjour et bienvenue. Monsieur Nobissi Wafo, notre consultant, qui va donc décortiquer cette actualité et nous dire si, d'après sa lecture, le Mali vit actuellement, subit un complot de la part des autres États membres de la CEDEAO et si, effectivement, il faut craindre que l'étau se resserre davantage autour du Mali. Monsieur Nobissi Wafo est en ligne. Allô, allô, bonjour. Merci, bonjour, monsieur Kwaka Padip, bonjour à Emoto, bonjour aux techniciens, bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Media. Bonjour, monsieur Wafo. J'espère que vous allez bien ce matin. Allô? Oui, allô? Oui, Emabuto. Bonjour, monsieur Nobissi Wafo. J'espère que vous allez bien ce matin et nous sommes heureux de vous recevoir. C'est moi qui suis tout joyeux. C'est toujours quelque chose d'absolument fascinant pour moi de communier avec vous là-bas en studio. Merci. Donc tout l'honneur et toute la joie me reviennent. Voilà. Monsieur Nobissi Wafo, entrons dans le vif du sujet maintenant que les civilités sont terminées. On parle du Mali ce matin. Abidjan qui exige la libération des 46 militaires détenus et interpellés. Interpelle la CEDEAO, pardon. Faut-il craindre un complot? C'est la question qu'on vous pose d'entrée de jeu ce matin, monsieur Nobissi Wafo. Le point que l'on puisse dire, monsieur Kwaka Padip, c'est que il y a une montée d'adrénaline qui est incontestable. La tension monte, ou alors elle est montée de plusieurs crans depuis quelques jours entre les deux pays, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et cette tension, il faut peut-être revenir sur la genèse de cette affaire en quelques dates pour que l'on comprenne un tout petit peu notre analyse. 10 juillet 2022, les 49 militaires sont arrêtés. Les 49 militaires ivoiriens sont arrêtés à l'aéroport de Bamako. Mi-août, ces gens sont inculpés, condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État et complot contre le gouvernement. Eh bien, la Côte d'Ivoire, elle estime que ceux-là sont là pour appuyer des missions de l'ONU. Évidemment, dans cette affaire, l'ONU reconnaît des dysfonctionnements et des manquements. D'où alors la question de savoir comment est-ce que ces dysfonctionnements et ces manquements-là ont pu exister à un tel niveau de la diplomatie. Et du coup, il y a eu comme des manœuvres pour trouver une solution pacifique au problème. Beaucoup, je veux dire presque tous les chefs d'État de la sous-région étaient impliqués, notamment Macky Sall, notamment Paul-Henri Sandaogo Damiba, Mamadi Doumbouya, Faure Gnassingbé, Mohamed Bouhari, qui récemment encore a envoyé son ministre des Affaires étrangères discuter de cette affaire avec le colonel Assimi Goïta, et surtout Omar Sissoko Embalo, qui est le président de la CEDEAO. Et toujours rien. Sauf que récemment, le Mali, lui, il indique que cette histoire ne sera pas jugée simplement ne sera pas traitée seulement de façon judiciaire. Et donc, il va falloir que la Côte d'Ivoire cesse d'être la base arrière des personnes sous le coup d'un mandat d'arrêt international ou sous le coup de mandat d'arrêt internationaux décidés par la justice malienne, mais qui à partir du sol ivoirien tente de déstabiliser le Mali. Et là, on faisait allusion
à quelques opposants maliens qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Il s'agit précisément du fils d'Ibeka, d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait été renversé par le coup d'État. Il s'agit surtout d'un certain Ibrahim Kamara qui, lui, s'est autoproclamé président du gouvernement de transition malien, mais sur le sol ivoirien. Cela s'était passé précisément le 27 février 2022. Et à cette occasion-là, la Côte d'Ivoire s'était contentée d'une planation purement verbale, en appelant ce monsieur à un peu plus de discrétion, au silence. Et elle n'était pas allée plus loin. Aujourd'hui, le Mali pose comme condition que pour libérer les 48 autres prisonniers, parce que vous avez trois femmes des 49 avaient été libérées le 3 septembre dernier, et que pour libérer les 46 autres prisonniers, il va falloir d'abord que tous ceux-là qui sont sous le coup des mandats d'arrêt internationaux décidés par la justice malienne, mais qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire, soient rapatriés. La Côte d'Ivoire, elle retorque qu'il s'agit d'une manœuvre de chantage qui signifie clairement que les soldats qui sont encore détenus au Mali sont otages de l'État malien. Et du coup, ce problème pose quand même, cette situation pose quand même deux problèmes, M. Ouattara. Le premier problème, c'est la crise de confiance qu'il y a entre les États voisins appartenant à la même sous-région, dans le cas d'espèce, il s'agit de la CEDEAO. Et vous savez, cette crise de confiance amène de ce que les États sont souvent soupçonnés d'utiliser comme des bases arrières pour la déstabilisation des pays voisins. Cela a été le cas. On avait cité, vous vous rappelez, la Côte d'Ivoire dans le cas du renversement du pouvoir de Sankara et de l'assassinat de Sankara. On avait indiqué clairement que tout était parti de la Côte d'Ivoire. Et même dans le cas de l'accès au pouvoir, de la cession au pouvoir à la femme d'Abad Ouattara, on avait accusé le Burkina Faso d'avoir été utilisé comme la base arrière pour servir justement d'attaque au régime qui était contrôlé à cette époque-là par Laurent Gbagbo. Donc il y a ce problème de la crise de confiance qui existe à certains États. Quand on sait quelle est l'agitation dont fait monte les opposants maliens sur le sol ivoirien, on comprend donc que le Mali, lui, commence à penser que sa déstabilisation viendrait peut-être de la Côte d'Ivoire qui sert de base arrière. Et à côté, je voulais le souligner également, l'inefficacité opérationnelle des organisations sous les jours. Alors ici, il s'agit précisément de la CEDEAO, qui elle-même est soupçonnée d'être un instrument manœuvré, manipulé par des forces impérialistes. Vous vous souvenez que récemment, cette CEDEAO a été massivement condamnée par le peuple malien à travers un grand meeting qu'avait organisé Assimi Goïta et les siens à Bamako. Donc, cette prise de conscience-là et l'inefficacité opérationnelle de la CEDEAO ne permet pas de régler très facilement ces problèmes. Et il faut donc éviter qu'on en arrive à l'escalade, parce que tant que les positions vont se radicaliser, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, ces tensions-là vont de plus en plus monter et pourraient déboucher sur des escalades. Il faut dire, Renaud, qu'on doit, à travers cette histoire, apprendre à mettre en place en Afrique des organisations qui travaillent véritablement au service des peuples, et surtout des chefs d'État qui sont sincères dans la représentativité qu'ils disent exercer au nom du peuple. Parce que si nous arrivons à cette situation-là au Mali, c'est précisément parce qu'il y a des soupçons d'hypocrisie, il y a des soupçons de double langage, il y a des soupçons de double jeu, il y a des soupçons de non-sincérité entre des homologues
entre certains groupes des organisations internationales, entre certains chefs d'État des organisations internationales, et c'est peut-être le propre à l'Afrique qui n'est pas encore suffisamment structurée à ce niveau-là, mais qui surtout subit de manière très très violente les influences impérialistes pour des raisons que l'on connaît. Donc voilà l'explication qu'on peut donner à ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Il faut peut-être espérer que les choses aillent dans le bon sens, mais il faut reconnaître qu'on a là un État, l'État du Mali, qui essaye tant bien que faire, tant bien que mal, d'assurer ses bases, de protéger ses populations, de protéger son territoire, c'est-à-dire de garantir ses intérêts. Et donc, on peut comprendre cela comme ça et souhaiter que les autres à côté trouvent le meilleur moyen de présenter des gages qui permettent finalement au peuple malien de faire confiance et aux chefs d'État voisins et aux organisations sous-régionales. Oui, alors, Monsieur Domissoafo, vous avez clairement fait, on va dire, clairement, là, vous êtes revenu sur la genèse de cette affaire-là, vous avez fait la chronologie de cette affaire. 10 juillet, 49 militaires ivoiriens sont arrêtés, mi-août, ils sont inculpés. La Côte d'Ivoire qui dément les accusations portées par le Mali contre ces militaires. Ensuite, on est arrivé, depuis quelques jours, à une sorte de négociation. Vous me remettez, je vous remets les militaires. Si vous nous remettez les opposants exilés de ce côté-là, la Côte d'Ivoire parle de chantage. Depuis quelques jours, on le sait, la Côte d'Ivoire parle de chantage. Maintenant, l'affaire pourrait également faire l'objet, pourrait être évoquée au cours de l'Assemblée, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce sera certainement la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut craindre une ingérence étrangère? Quand je parle d'étrangers, il s'agit des forces extérieures à l'Afrique dans ce dossier. Et est-ce qu'on peut également craindre que le Mali soit de plus en plus isolé, même sur la scène internationale, à cause de cette affaire? Le principal combat du Mali, M. Kwakapadi, c'est contre l'impérialisme, sous toutes ses formes. Et il faut dire que l'impérialisme a des tentacules. L'impérialisme a des relais africains. Ça, il faut jamais l'oublier. Il faut surtout dire que cet impérialisme-là se sert aussi des organisations internationales. Vous savez que les forces envoyées par l'ONU en Afrique n'ont pas toujours eu l'efficacité escomptée. Vous savez que les forces envoyées par l'ONU en Afrique ont même souvent été accusés de jouer les pompiers pyromanes. Ça, vous le savez. Vous savez que l'ONU elle-même avait été qualifiée de machin par le général de Gaulle. Mais vous savez qui sont les membres décideurs de l'ONU? C'est quand même ces gens-là qui s'autoproclament communauté internationale, mais qui, quand ça les arrange, foutent le bordel, où leurs intérêts sont au-dessus même de la vie humaine. Donc, le Mali est bien conscient de ce que les forces impérialistes peuvent utiliser toutes les organisations internationales dans lesquelles elles sont influentes pour tenter de faire reculer aujourd'hui la tête de la souveraineté, je veux dire, du droit du peuple malien à disposer de lui-même. Et c'est vous qui avez évoqué tout à l'heure à l'émission que la grande chanteuse, je veux dire, la voix d'or, l'une des plus représentatives de la musique ivoirienne, disait que le combat d'Assimi Goïta n'est pas simplement un combat pour le Mali, mais surtout un combat pour l'Afrique. Donc ces gens, ils sont suffisamment conscients. C'est clair que Ado, Abdoulaye Dama Ouattara, qui est on va dire ça comme ça, le poulain de la France et de Macron, va utiliser Macron aux Nations Unies pour essayer de faire une pression supplémentaire. Mais vous savez, les tensions entre le Mali et les Nations Unies, ce ne sera pas nouveau.
Vous savez que dans cette histoire, Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, est intervenu et n'a toujours pas résolu le problème. Vous savez que récemment, le Mali a repoussé l'organisation, le porte-parole de la MINUSMA sur le terrain. Ça, vous le savez. Donc, ce sera sans doute un autre pas de faire, mais il faut dire que là, dans cette opération, il y a d'un côté un Mali qui se bat pour être un peuple souverain à travers ses dirigeants, et de l'autre côté des forces impérialistes qui vont utiliser toutes les armes à leur disposition pour faire sauter le régime malien afin que ça ne fasse pas effet domino, afin que ça ne fasse pas tache d'huile et contamine, comme c'est progressivement d'être le cas, les autres pays d'Afrique. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une donnée majeure, c'est que la Russie qui hier regardait tout cela sans broncher, a désormais décidé de lui aussi se lancer à la conquête de ses intérêts sur le sol africain. Et donc, la bataille de l'ONU contre le Mali, il faut le dire, ne sera pas une bataille gagnée d'avance, parce que au sein même de l'ONU, et ça tout le monde le sait, il y a des fissures. Mais ce que nous allons dire en conclusion, c'est que le pouvoir malien est bien conscient des enjeux, est bien conscient de la taille de l'adversité, se donne des moyens qu'il peut pour surpasser cette adversité-là, afin de donner aux Maliens la dignité, la fierté, la grandeur qu'ils doivent revendiquer en toute légitimité. Et bien voilà, merci Monsieur Nobile Siwafo. Permettez que je vous appelle ce matin grand combattant pour la cause de l'Afrique. Comment, Monsieur Kouakalpadi? Permettez que je vous appelle ce matin grand combattant pour la cause africaine. Merci. De toutes les façons, nous essayons simplement de poser notre analyse, une analyse que nous souhaitons la plus objective possible. Maintenant, libre aux autres d'apprécier. En tout cas, nous travaillons à notre manière à accéder à la grandeur, et c'est tant mieux si nous sommes dans la bonne voie. Merci, Monsieur Nobissoufou, excellente journée. Et rendez-vous demain pour une autre intervention dans cette émission. Merci à vous, merci à tout le monde en studio, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir et à demain. Et ben voilà, on se retrouve demain. Réaction après l'intervention de Monsieur Nobissoufou. Et moi, je crois que le président Assimi Goïta s'attendait devrait s'attendre à toutes ces réactions, parce que du moment où il décide de se détacher de la colonisation, donc de se séparer des Français, les partisans, ceux qui sont derrière la France, n'allaient que prendre le parti de la France, et la France allait profiter de ces chefs d'État africains qui sont avec eux. C'est ce qu'on est en train de constater avec la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara qui est, je vais dire, le pion de la France. Donc la France se sert de ces chefs d'État africains et qui sont derrière eux pour... Comme chevaux de Troie. Comme chevaux de Troie, voilà, pour déstabiliser le Mali. Mais nous savons que le président Assimi Goïta ne va pas céder. S'il a été ferme depuis le début jusqu'ici, on sait que malgré tout ce que la France va tirailler contre ce peuple malien, ils ne réussiront pas à déstabiliser le Mali. Eh ben voilà, merci ma chère Moutou. On va en reparler dans un instant, avec notamment les réactions sur la toile. Voilà, on va dire bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le Mali, depuis Bamako, depuis Caille et beaucoup d'autres villes de ce côté-là. Et sans oublier également tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan, Yamoussoukro et que sais-je encore. À suivre dans quelques instants l'image du jour. Et puis derrière ça, vous aurez le buzz du jour. Mais tout de suite, voici le flash du jour. Et c'est avec Ngalé, c'est en langue française. C'est l'instant de l'information, bienvenue.
Démarrons en République centrafricaine où le professeur Faustin Archange Touadéra a installé le mercredi 14 septembre le comité de rédaction de la nouvelle constitution pour son pays. Ce comité est donc composé d'une cinquantaine de personnalités devant donc refléter la société centrafricaine. Elles ont donc 3 mois pour proposer un nouveau texte fondamental adapté aux réalités centrafricaines. Dans son propos, le professeur Touadéra a donc déclaré devant les députés, le gouvernement et les représentants d'institutions se plient aux revendications du peuple et a affirmé qu'aucune institution n'avait le pouvoir de se dresser devant la souveraineté populaire. Parlons toujours de l'actualité en République centrafricaine. Prenons cette fois-ci ce décret du 15 septembre 2022 signé du président Faustin Archange Touadéra portant nomination du bureau du comité de rédaction du projet de la nouvelle constitution. Comme président est donc nommé l'honorable Évariste Ngamana, premier vice-président M. Arnaud Djoumbaye, deuxième vice-président M. Syriac Gonda, troisième vice-président M. Timo Léon Baïkoua, rapporteur général M. Alexis Yabela, rapporteur général adjoint Bertrand Kengetona, deuxième rapporteur général adjoint Mme Nathalie Crescence Doumbetta. Nous sommes à présent en Côte d'Ivoire. Le pays d'Alassane Ouattara a donc qualifié le mercredi 14 septembre de chantage inacceptable les exigences du Mali en échange de la libération de ses 46 soldats détenus à Bamako depuis 2 mois, appelant ainsi un sommet ouest-africain sur la question dans les meilleurs délais. Vendredi dernier, Bamako avait conditionné la libération des soldats à l'extradition des personnalités maliennes visant à Abidjan. Dernier épisode donc de la crise diplomatique qui oppose les 2 pays depuis début juillet. Au Burkina Faso, 2 responsables de la mine de Perkoua ont été condamnés mercredi dernier à des peines de prison avec sursis pour homicide involontaire après la mort de 8 mineurs en avril dernier dans l'inondation des galeries de la mine de zinc. Il s'agit notamment du Sud-Africain Hein Frey, directeur général d'une filiale locale, et de l'Australien Daryl Christensen, directeur des opérations d'une société sous-traitante de Nantu Mining. Le premier écope donc de 24 mois de prison avec sursis et de 2 millions de francs CFA d'amende, alors que le directeur des opérations écope de 12 mois de prison avec sursis et une amende d'1 million de francs CFA. C'est la fin, mesdames et messieurs. On remue l'actu se poursuit. L'actu se poursuit notamment avec cette fois-ci le flash en langue de Shakespeare. Et pour ce faire, on va tout de suite retrouver la grande, belle et talentueuse radieuse Futso. I am G Futso. C'est tout de suite le flash en langue anglaise. Thanks for watching us over For You Television. We kick off in Burkina Faso to say that the director of mine in this country has been found guilty of manslaughter following a flooding disaster in April that killed 8 miners. Ain Freight of Canadian company Trivali was fined $3,000 and given a suspended 24-month prison sentence. The incident caused outrage in the country. At the time, the verdict has been met with shock, with some in Burkina Faso saying the sentence has lenient given the number of victims. Up to Ethiopia, Tigrayan fighters in War Town, northern Ethiopia, have lost control of a town near the region bordering with neighboring Eritrea, the commander of the soldiers said. Gentadese Woride has told a regional news station that joint Ethiopian and Eritrean troops had taken the town of Showeru. Gentadese also said government forces had taken control of Addis Ekre, a town along the border between Tigray and its southern neighbor Hamara that had been under the control of Tigrayan forces for more than a year.
We are now in Kenya. In his first day in office, the President William Ruto gave orders to reverse some of the policies of his predecessor, Uhuru Kenyatta. President Ruto appointed 6 judges nominated by the Judicial Service Commission 3 years ago, who Mr. Kenyatta had snubbed on claim they were tainted. The new president also indicated that he would scrap food and fuel subsidies. He said they were costly and ineffective. Finally, we go to Ukraine to talk about European Union. Chief Ursula von der Leyen has called for cut to electricity used across the bloc and will valve taxes on energy firms to tackle high prices. She told the European Parliament that gas and electricity prices had hit all-time highs after Russia's invasion of Ukraine. She called for electricity consumption to be cut at peak hours by at least 5%, but plans for a cap on the price of natural gas, a key Russian export to the European Union, were put on hold. Ladies and gentlemen, that is all we had for you this morning. Stay in company of Onrumilatu. J Photo is my name. Merci, thank you so much, Jeff, also for presenting this news brief today, 20, non, c'est pas 20, c'est, nous sommes le 15, hein, 15 September 2022. Ok, il nous reste encore une vingtaine de minutes. On va s'intéresser tout de suite à l'image de ce jour, ma chère Moto, qui nous conduit en Angola. Voilà, en Angola, et on parle d'élections présidentielles avec notamment le président angolais João Lourenço qui investit, qui investit pour un second mandat. Il n'y a pas de transition. Bon, ça sera sans transition. Allons-y tout de suite. Alors, à l'annonce... Passe à l'essentiel. Merci. À l'annonce de sa réélection, João Lourenço a promis le dialogue et la concertation pour son second mandat. Eh bien, le président angolais João Lourenço doit investir ce jour à Luanda pour un second mandat, reconduit après la victoire serrée de son parti aux législatives d'août, dont l'opposition a contesté les résultats. L'Angola a tenu le 24 août dernier le scrutin le plus disputé de son histoire. Dans ce pays d'Afrique australe, il n'y a pas d'élection présidentielle à la tête de liste du parti vainqueur aux législatives devient automatiquement chef de l'État. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, en abrégé MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance du Portugal en 1975, a remporté les élections avec 51,17% des voix, le plus bas score qu'il ait jamais enregistré. Le premier parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance unitaire, a rassemblé 43,95% des suffrages. Monsieur Lourenço, 68 ans, doit prêter serment lors d'une cérémonie officielle sur la place de la République, lieu historique de la capitale où les funérailles nationales de son ancien mentor et ex-homme fort du pays à l'héritage controversé, l'ancien président José Eduardo dos Santos, ont été organisées en pleine semaine électorale. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus à l'investiture, dont le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Voilà, à la veille de la cérémonie, Alberto Costa Junior, le chef de l'UNITA, a indiqué que son parti accepterait que ses parlementaires soient investis jeudi, donc aujourd'hui, après avoir longuement refusé de reconnaître le résultat des élections selon lui entaché d'irrégularité. L'UNITA a contesté ces résultats en justice, mais son recours a été rejeté au début du mois. Le tribunal constitutionnel considérant qu'aucun élément ne permettait de les remettre en cause.
cause. Donc, je crois que la cérémonie, aujourd'hui, le président voilà, de l'Angola, Joao Lourenço, doit investir pour un second mandat après le succès de son parti aux élections législatives du 24 août dernier et qui a été contesté par l'opposition, notamment le parti UNITA, mais dont la Cour suprême a rejeté le recours. Donc c'est aujourd'hui en présence en présence de plusieurs personnalités venues même du Portugal. D'accord, voilà. Beaucoup de courage aux populations angolaises, au peuple angolais qui nous suit certainement également ce matin. Merci à vous. On va s'intéresser à autre chose avant de passer au buzz. Regardons peut-être jeter un coup d'œil sur la toile pour regarder, écouter, relayer quelques messages, quelques commentaires qui sont parvenus. Effectivement, Madeleine Alois. Bonjour, For You TV, bonjour. On a Nico Ngwe. Le Mali est comme la Russie, attaqué de toutes parts par les ennemis de la liberté des peuples. On a Nolo Ngwe qui dit vive le Mali libre. En dehors des messages. Voilà, en dehors des messages de Marabout qui promettent monts et merveilles. Voilà. Donc voilà, le Mali est soutenu, Assimi Goïta est soutenu par plusieurs personnes et nous savons qu'il va gagner ce combat et qu'il mène pas uniquement pour le Mali mais pour toute l'Afrique. Merci, grande combattante Mouto. Voilà. Allez, tout de suite, place au buzz. Peut-être derrière un giga, ouais, transition. Cette fois-ci. Le buzz du jour nous conduit au Cameroun et on parle de sport, de football. Ah oui, ça déchaîne les passions. Le football, lorsqu'il est bien joué, voilà, quand ça se passe très bien, tout le monde vibre à l'unisson. Ouais. Mais quand il y a des petits soucis, des petits problèmes et des coups bas et tout ça, des complots, ça devient compliqué. Et nous sommes rendus à pratiquement 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar et au Cameroun. C'est toujours un petit remue-ménage au niveau de l'équipementier des Lions indomptables du Cameroun. Alors, on parle du directeur du corps sportif qui a été reçu à la présidence. Alors, la publication a apparu hier, donc quand on parle d'hier, c'est forcément mardi. Nous sommes du jeudi. Voilà. Lorsqu'il parle de reçu hier, donc c'était reçu mardi. Voilà, donc c'est ça. Donc là, c'est la publication de Boris Berthold, activiste bien connu et journaliste également, qui nous dit, le directeur du corps sportif a été reçu hier à la présidence de la République, donc hier mardi. La bataille entre le corps sportif et la FECAFOOT est loin d'être terminée. D'ailleurs, la FIFA a écrit au corps sportif pour l'informer que la FECAFOOT entendait changer d'équipementier. Le corps sportif a répondu qu'il restait l'équipementier du Cameroun jusqu'au verdict du tribunal de Nanterre. C'est dans ce contexte que le directeur du corps sportif, Marc-Henri Bozy, en personne, a effectué une visite de 48 heures au Cameroun et est retourné en France hier soir. Donc, arrivé à Yaoundé dimanche soir en compagnie d'une délégation dans laquelle se trouvait Yannick Noah. Marc-Henri Bozy a dans un premier temps rencontré le ministre des Sports, Narcisse Moëllet Kombi. La suite, les discussions entre les deux parties ont porté sur la rupture du contrat de corps sportif au profit de One All Sport. Corps sportif a clairement indiqué son intention d'accompagner les Lions indomptables au mondial. Narcisse Moëllet-Kombi et les responsables du corps sportif ont également évoqué d'autres sujets, parmi lesquels l'accompagnement des autres athlètes et tennismen camerounais qui travaillent déjà avec le corps sportif. Plus encore, Marc-Henri Bozy a fait savoir à Kombi Moëllet que le corps sportif entendait désormais s'approvisionner en coton au Cameroun. C'est dans ce cadre, le cadre de cette initiative, que Yannick Noah va rencontrer ce jour le Premier ministre. Donc, quand il parle de ce jour, il parle d'hier. Oui. C'est au terme de leur échange avec le ministre des Sports. Marc-Henri Bozy a été reçu au palais de l'Unité par le directeur du cabinet civil, Samuel Baïto, Vando-Ayolo. Bon, alors là, pour la petite histoire, lorsque les responsables du corps sportif débarquent au premier ministère,
d'après cette indiscrétion, hein, il croise dans les couloirs la vice-présidente de la FECAFOOT, hein, Céline Eco. Voilà, cette dernière est surprise et écarquille les yeux. Bon, qu'est-ce qui se passe? Elle se demande ce qui se passe. Et là, on peut apercevoir justement l'image, la photo du directeur du corps sportif et également la photo de Yannick Noah. Avançons, voilà. Progressons les amis, les photos, tout est numéroté, allons-y au fur et à mesure. Avançons. Voilà. Donc, alors, maintenant, maintenant, on va découvrir la publication d'un journaliste camerounais sur cette affaire. Il s'appelle Pierre Laverdure Omban. Lui, il nous fait savoir, hein, dans sa publication, que le corps sportif fait son lobbying au sommet de l'État. Voilà, donc à travers cette publication, plusieurs pages hein, sur la toile, il nous fait comprendre que le corps sportif est dans un lobbying pas possible, alors que la rupture entre le corps sportif ancien sponsor des Lions, Zéro Table, c'est pas ancien sponsor, c'est ancien équipementier. De Lions Zéro Table du Cameroun et la Fédération camerounaise de football semble désormais actée. Le corps sportif n'entend pas lâcher l'affaire. Donc, si vous voulez avoir la quintessence de sa publication, allez sur la toile, Pierre Laverdure en bas. Regardons et retrouvons les autres réactions au fur et à mesure, notamment celle de Paul Samin Nana par exemple. Là nous sommes au 2-7 les amis. 2-7, voilà. Yannick Noah chez le Premier ministre ce jour, moins de 24 heures après l'audience accordée au directeur de corps sportif à la présidence de la République à Yaoundé. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Et là, nous apercevons notre image, c'est avec le révélateur, affaire corps sportif, le jeu trouble de Mwele Kombi. On parle du jeu trouble de Narcisse Mwele Kombi. On va regarder, voilà justement les différentes autres réactions que nous avons recensées sur la toile. Je dis et je répète que c'est le corps sportif qui va habiller les Lions. La mafia de Nopi, Kouli, aïe, ne passera pas. Faites les captures d'écran, l'avez nous dire. Papa, on a fait. On a fait les captures, donc tu peux compter sur nous. Le directeur, ça c'est le partage, ils ont partagé. Hein, ça c'est Laminou Mohamedou qui partage la publication de Boris, exclusif. Le directeur de corps sportif a été reçu hier à la présidence de la République. On avance avec les autres réactions. Je n'aime pas là le verbe à faire le corps sportif. Le jeu trouble de Narcisse Mwele Kombi, c'est une affaire qui alimente déjà les chaumières et suscite du goût au sein de l'opinion depuis quelques heures. Il s'agit, une fois de plus, blablabla, voilà. Ma chère Mouto. Mais finalement, oui. Nous travaillons avec l'équipementier du corps sportif ou alors One All Sport. Bon. C'est une guerre entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Ben écoutez, et je crois que beaucoup de personnes, comme on a pu s'en apercevoir, avec les différentes réactions, si on peut continuer à regarder les réactions au fur et à mesure que nous parlons, si on peut afficher les réactions, parce que c'est très important qu'on puisse avoir les réactions, les amis, de l'autre côté de la régie. C'est un combat. Oui, bon, la FECAFOOT a signé, la FECAFOOT a rompu son contrat avec le corps sportif, oui, qui était l'équipementier des Lions Zénotable, qui fournissait les maillots et équipements des Lions Zénotable. Et je crois que récemment, le One Sport a sorti des échantillons des maillots. Le corps sportif également en a sorti. Donc nous sommes dans une situation compliquée. Si tout est confirmé, si tout se confirme, après ces différentes révélations, on aura vraiment du pain sur la planche à quelques semaines de la Coupe du Monde du côté du Qatar. Si on peut avoir les différentes réactions là, pendant que nous parlons, ce serait bien s'il vous plaît. Voilà, c'est à ça que ça... Moi je dirais donc qu'il faut que le président de la FECAFOOT essaie de rencontrer le ministre Mwele Kombi pour vraiment tabler sur cette situation parce qu'on a le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o qui a dévoilé l'équipementier du Cameroun, notamment le One All Sport et le ministère des Sports, notamment Mwele Kombi qui est le ministre des Sports qui reçoit le directeur voilà, du corps sportif. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et c'est pourquoi on parle de jeu trouble, c'est pourquoi beaucoup de personnes et même beaucoup de parutions de journaux ce matin ont titré le jeu trouble de Narcisse Mwele Kombi. Est-ce qu'il mène un jeu trouble? L'avenir, les prochains jours nous le dirons. On aura réponse à ces différents questionnements autour de l'essentiel, l'information, ce qui est vrai, ce qui est confirmé, ce qui s'est réellement passé d'après plusieurs sources, d'après plusieurs
révélation, le directeur a été reçu par le ministre Narcisse Moulin Kombi. Il a même été reçu à la présidence, pas par le chef de l'État, mais par le DCC. Voilà. Samuel Vando à Yolo. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On aura certainement... de la FECAFOOT, à ce qu'il paraît, le président de la FECAFOOT n'a pas été au courant, n'a pas été mis au courant de cette visite du secrétaire, du directeur du corps sportif. Peut-être qu'il n'a pas été informé, mais maintenant il sait, il le sait. Voilà. Allez, c'est quelqu'un a parlé d'un duo ou peut-être d'un duel. Voilà. Je crois qu'après cela, il va essayer de rencontrer le ministre pour vraiment s'entendre et trancher sur cette affaire d'équipementier des lieux indomptables. Oui, le corps sportif ne lâche pas l'affaire, continue de chanter, de faire cocorico chaque matin pour vous réveiller, ça c'est le cas de le dire. Le corps sportif qui estime que la rupture de la FECAFOOT, du contrat de la FECAFOOT avec la FECAFOOT était abusive. La rupture, donc, voilà, a porté plainte et estime justement, le directeur qui estime que jusqu'à présent, le corps sportif reste et demeure l'équipementier des lions indomptables du Cameroun jusqu'à ce que le tribunal de Nanterre rende son verdict dans les prochaines semaines. Est-ce que ce sera avant la Coupe du Monde? On n'en sait rien en tout cas. C'est ça l'info. Allez, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine lorsqu'il sera 10h45 minutes. Merci Mouto et rendez-vous demain. Merci Kwakab, à demain. Et voilà. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est plaisir également. Dans un instant, c'est la grande équipe du journal de la rédaction pour le journal bilingue. Bye bye, portez-vous bien et bonne journée.